Alors, on va donc reprendre les exercices d'optique. Il faut juste qu'on garde en tête qu'il faut qu'on traite les miroirs. Mais je crois qu'il y a un exercice avec un télescope de Newton, où donc ce sera peut-être l'occasion de revoir ça. Qu'est-ce que je voulais revoir aussi avec vous? Donc, grossissement, grandissement. Bon, mais ça, je ne sais pas si on a un exercice avec une loupe, mais de toute façon, il faut qu'on fasse la loupe. Ah, on a dit qu'il fallait qu'on dise un mot de l'œil. De l'œil et des problèmes de l'œil, hypermétropie, astigmatisme, etc. Enfin, myopie, voilà. Et puis, j'avais pensé à un autre truc qu'il ne fallait pas qu'on oublie. Et ça m'a échappé, ça va revenir, c'est pas grave. Bon, on va déjà faire ce qu'on peut. Donc, en principe, c'est notre dernier cours, enfin, notre dernier après-midi, notre dernier... Bon, on verra. Hein? C'est comme vous l'avez dit, c'était triste. Non, parce que le réchauffement climatique, c'est inévitable, mais quand même. Oui, non, pas ça, oui, absolument. Bon, alors, oui, alors il y a tous les instruments d'optique, là, donc il y a un exercice avec une lunette, un exercice avec un microscope. Donc ça, c'est des associations de lentilles. Ah oui, puis il y a l'exercice sur la profondeur de champ, ça c'est important, parce que d'abord, c'est important que vous compreniez le fonctionnement d'un appareil photo. Enfin, vous connaissez le fonctionnement, mais qu'on mette en œuvre quelques calculs sur l'appareil photo, les questions de netteté, de profondeur de champ, etc. Ça, c'est important de bien comprendre ça. Donc, écoutez, on démarre par ce que vous voulez. Je vois qu'il n'y a pas, en fait, oui, je ne vous ai pas mis un exo sur la loupe. Ouais, mais il y a un télescope. Ouais, il y a un télescope, on verra ça après. Ouais, ok. Ah oui, parce que toutes les lentilles, elles sont pas en mode loupe, quoi, c'est ça, elles sont pas en mode loupe. Oui, ben, c'est-à-dire que, en fait, le principe d'un télescope ou d'une lunette, c'est que vous formez une image intermédiaire qu'ensuite vous venez regarder à la loupe, en fait. Donc il y a l'objectif, si on fait un objectif simple, c'est une lentille, qui va former une image dans le plan image conjugué de l'infini. Donc en général, donc, enfin, si vous regardez un objet à l'infini, ou très très loin, donc vous allez former une image dans le plan focal, et ensuite cette image qui est une image réelle, vous allez la regarder à la loupe. Et une loupe, c'est juste on va quand même faire ça, une loupe, c'est une lentille convergente que vous utilisez non pas pour former une image, donc si vous avez un objet comme ceci, l'idée ce n'est pas de former une image réelle voilà, comme on a vu ce matin, vous formez une image réelle à prime B', que vous mettez sur un écran, enfin vous formez une image sur un écran, puis vous regardez l'image. Donc ça c'est une lentille avec laquelle vous faites une image sur un écran. L'idée de la loupe, c'est pas de faire une image réelle que vous allez regarder sur l'écran où elle se manifeste, mais de faire une image virtuelle que vous allez regarder directement avec votre œil. D'accord ? Donc, pour faire une image virtuelle, on a vu qu'il fallait que l'image soit placée, l'objet soit placé à droite de la lentille, du foyer. Hein, donc là, dans un cas comme ça, on a le foyer, il est là, F' est là, F est symétrique quelque part par là. Donc hein, c'est ce qu'on a revu ce matin. Si vous avez l'objet à gauche du foyer, eh bien vous avez une image réelle. Maintenant, si vous voulez une image virtuelle, vous mettez... on l'a fait, hein, le dessin ce matin, mais vous avez donc le foyer ici, foyer objet, foyer image, et vous mettez A, B comme ceci, voilà. Et ça va vous donner une image virtuelle qui va être... donc je la retrace rapidement. Pardon. Donc le rayon qui n'est pas dévié, celui-là, qui passe par O, et puis par exemple le rayon qui passe par le foyer et qui ressort parallèle à l'axe. Et donc il se trouve ici. Donc vous avez A', B', voilà l'image. Et donc maintenant, si vous mettez votre œil ici, au lieu de voir ça,
vous allez voir ça. Puisque c'est de là que viennent les rayons quand ils émergent de la lentille. Hein. Tous les rayons qui sont issus de B, du vrai objet que vous cherchez à voir, vont émerger comme s'ils venaient de B', c'est ça? Donc, oui, celui-là émerge comme ça. Effectivement, celui-là émerge comme ça. Et celui qui est arrivé là émerge comme s'il venait de là. Émerge comme ça. Et celui qui est arrivé là, il émerge comme s'il venait de là. Voilà. Donc, vous avez un certain nombre de rayons qui émergent. Et donc, vous voyez non pas l'objet AB, mais l'image A'B'. Mais vous la voyez comme si c'était un objet, c'est votre nouvel objet. Cette image virtuelle est de la même nature quand vous avez l'œil là que l'objet s'il n'y avait pas la lentille. Donc juste ça vous transforme l'objet que vous voyez là sans la lentille en cet objet-là que vous voyez là où il est quand il y a la lentille. Et donc ce qu'on appelle le grossissement, c'est l'angle, c'est le rapport de l'angle sous lequel vous voyez l'objet depuis votre œil. Mettons que votre œil est ici. S'il n'y avait pas la lentille, vous verriez l'objet tel qu'il est ici, donc avec un certain angle alpha. Du fait de la lentille, l'objet que vous voyez, c'est pas ça, mais c'est l'image de ça par la lentille, c'est-à-dire c'est ce truc-là. Donc ce que vous voyez, c'est ça qui nous gêne pour rien. Ce que vous voyez, c'est ça. C'est cet objet-là. Et vous le voyez donc avec un angle qui n'est pas le même, qui est alpha'. Et donc ce qu'on appelle le grossissement, avec un G majuscule en général, enfin on l'appelle comme on veut, c'est A'B', pardon, non, c'est alpha' sur alpha. Alors ce feutre est 9, il sort de l'usine et voilà ce que ça donne. Je ne comprends même pas qu'on arrive à vendre des choses pareilles et à les acheter. Bon, bref. Ok. Alors, vous le voyez quand même à peu près? Je pense que sur la vidéo, on ne va rien voir, mais c'est pas grave. Ok, je vais utiliser les autres couleurs, on verra. Vous comprenez le principe? Oui, allez-y, et je vais le réexpliciter. Attendez, il y avait une question là. Ouais. Moi, je ne comprends pas le rayon qui part de l'œil en noir et qui va jusqu'à B', parce que s'il y a une lentille convergente au milieu, oui, mais on devrait avoir autre chose. Ok, ça c'est ce que vous croyez voir, puisque vous voyez les rayons, verts, enfin, le faisceau vert qui émerge, pardon, le faisceau qui émerge de la lentille, c'est le faisceau qui a l'air de venir de B'. Donc, tout se passe comme s'il n'y avait pas de lentille et qu'en fait, l'objet, il était en A'B'. Je vais le refaire. Avant, je vais prendre votre question. Oui, vous aviez une question? L'image virtuelle que le leurre n'est pas censé faire en pointillé. Oh, alors là, on fait bien ce qu'on veut. Si vous voulez la mettre en pointillé, si vous voulez. On met systématiquement les rayons virtuels en pointillé, en général. Mais bon, ok, je veux bien. Si vous voulez mettre aussi l'image virtuelle en pointillé, ça me va. C'est cohérent, je reconnais. C'est pas mal. C'est une bonne convention que j'ignorais, mais ça y est, je la connais. Merci. Donc, vous observez un objet, ce truc-là. Je l'observe. Et puis, si je l'observe à la loupe, je mets une lentille et au lieu de voir cet objet, je vois son image par la lentille. C'est ça le principe. Donc, on reprend. Voici l'axe optique, voici l'objet. Voici l'objet que je cherche à voir en mettant mon œil ici.
n'y a pas de lentille, il n'y a pas de loupe, je vois cet objet sous l'angle alpha. Jusque-là, ça va. Si maintenant, alors je vais le faire en dessous pour ne pas encombrer la figure. Le même objet est là, mais je mets une lentille. De telle façon que de cet objet se forme une image virtuelle, que je vais donc pouvoir observer avec mon œil. Enfin comme j'ai dit là. Par exemple ici. A', B'. À peu près. Admettons. OK ? Voilà donc ce que, ayant l'œil toujours au même endroit, je vais voir. Je vais voir ça. Donc tout se passe comme si il n'y avait pas d'objet là, il n'y avait pas de lentille là, mais l'objet était là, avec cette taille-là, à cet endroit-là. D'accord ? Et donc, sous quel angle je le vois maintenant ? Sous l'angle alpha prime. Tout se passe comme si l'objet qui était là, observé à travers cette lentille, c'était en fait un objet qui est là et il n'y a pas de lentille. Ouais ? D'accord. Alors, ce que vous voyez ici, c'est que donc, comme je l'avais dessiné, enfin voilà, on le voit là, j'ai tracé les rayons, vous avez un objet qui a une petite taille, et puis vous l'avez grossi, maintenant il est gros. Alors en fait, vous l'avez grandi, il était petit, maintenant il est grand, mais est-ce que pour autant vous avez grossi l'objet? Quand on dit qu'on voit l'objet qui est... Alors dans le langage commun, on utilise grand et gros de la même façon, mais soyons précis en utilisant le langage qui a été formalisé par l'optique. La grandeur, c'est la taille intrinsèque de l'objet. Un objet qui fait 2 mètres, il fait 2 mètres, il est 2 fois plus grand qu'un objet qui fait 1 mètre. Bien. Mais quand je dis qu'un objet est gros, je me réfère à la place qu'il occupe dans mon champ de vision. C'est-à-dire un objet qui est grand, enfin un objet qui a une certaine taille, qui fait 1 mètre. S'il est près de moi, je le vois gros. S'il est très loin, je ne le vois pas gros. Je le vois petit au sens de pas gros. Donc, la grosseur de l'objet, c'est comment il m'apparaît dans mon champ de vision, et donc je la détermine par l'angle sous lequel je le vois. C'est-à-dire, donc je reprends un objet d'une certaine taille. Si je mets l'œil ici, je le vois gros. Si je mets l'œil là, je le vois pas gros, petit. C'est simplement que l'angle sous lequel je le vois, ici alpha prime, n'est pas le même. Je le vois plus gros quand alpha est plus grand. Pardon ? Alors, dans le cas de la loupe, c'est ça qu'il faut faire attention. Effectivement, c'est à ça qu'il faut faire attention. Là, j'ai grandi l'objet, ça c'est sûr. Je l'ai grandi. Il est plus grand. Mais est-ce qu'il est plus gros ? Alors là, oui, parce que l'angle alpha prime est plus grand. Mais il se pourrait que je l'ai grandi, mais que je l'ai mis tellement loin que bien qu'étant plus grand, je le vois plus petit. Auquel cas, je n'aurais rien gagné à prendre ma loupe. Quand je veux prendre une loupe pour voir plus gros, je ne veux pas voir plus grand. Si je vois plus grand, mais un truc qui est parti très très loin, il a beau être plus grand, je le verrai plus petit et je ne le verrai pas mieux. Donc, moi, je veux le voir mieux, donc je veux le voir plus gros. Je veux pouvoir distinguer des détails qui étaient très proches l'un de l'autre et donc je n'arrivais pas à les résoudre angulairement. Ils étaient quasiment dans la même direction. Je voudrais que ces deux petits trucs-là soient beaucoup plus éloignés angulairement. Je voudrais grossir les petits caractères que je regarde avec ma loupe. Donc, le grandir, c'est bien, mais si je le grandis en le mettant tellement loin qu'en fait il m'apparaît plus petit, j'ai rien gagné. Donc, il y a deux concepts vraiment différents. Le grandissement, le rapport entre la taille de l'image, la taille intrinsèque de l'image et la taille de l'objet, ça c'est le grandissement. Et le grossissement,
qui est l'angle sous lequel je vois l'objet à travers l'instrument, par rapport à l'angle sous lequel je le verrais s'il n'y avait pas l'instrument. D'accord ? Soit dit en passant d'ailleurs, donc là j'ai des caractères écrits sur cette feuille. Si je fais ça, je grossis les caractères. Ils sont plus gros, là, ils n'ont pas changé de taille, mais je les vois mieux parce que simplement je les vois sous un angle plus grand. D'accord ? Donc c'est vraiment ça l'idée. Donc quand on utilise une loupe, il faut faire attention que ce qui nous intéresse, ce n'est pas le grandissement, c'est le grossissement. C'est l'angle, donc le grossissement. Alors le grandissement ici, ça c'est le grandissement, c'est ce qu'on a vu ce matin. Par définition, c'est A'B' sur AB. C'est le rapport de la taille de l'image par rapport à la taille de l'objet. Et le grossissement, c'est justement, par définition, alpha' sur alpha, c'est-à-dire la grosseur angulaire, la taille angulaire, si vous voulez, de l'objet avec instrument, divisé par la taille angulaire de l'objet sans instrument. Donc on appelle ça aussi le grandissement angulaire, ou le grossissement angulaire. Des fois on dit angulaire pour qu'il soit bien clair qu'on parle de l'angle et pas de la taille de l'objet. Donc vous trouverez de temps en temps écrit grossissement angulaire. Si c'est précisé comme ça, c'est clair. Si ce n'est pas précisé, grossissement, ça veut dire angulaire, grandissement, ça veut dire la taille. Oui. Là, juste, la normale passe par le milieu des angles. Oui, typiquement, oui. Là, je me suis mis voilà, au milieu. Mais enfin, même si j'étais ailleurs, si je suis là, la taille angulaire, c'est celle-là. Et si j'étais ici, la taille angulaire ce serait celle-là, et je peux quand même les comparer. La grosseur, c'est la taille angulaire, en fait. Ouais. Est-ce que vous pourriez faire un dessin où le grossissement est inférieur à 1? Oui. Alors, avec une lentille... Avec la même chose, une loupe dans ce même cas-là. Oui, alors... Oui, je ne suis pas sûr que... Je pense que ça ne va pas marcher. Alors, ça ne peut pas être plus loin. Pour moi, ça ne marche pas, en fait. Non, je pense qu'avec une lentille simple, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Non, du non. coup, je veux voir, du coup, quand on a une loupe, c'est forcément effet loupe. Oui, oui, Donc, ça grossit. Peut-être très peu, mais ça grossit. oui. Ok. Oui. Du coup, c'est Une loupe, ça grossit. Ouais. avec d'autres lentilles divergentes. Bah, vous pouvez avoir... alors, oui, après, vous pouvez... Oui, et puis vous pouvez avoir un système de lentilles qui fait qu'à la sortie, vous avez un grossissement inférieur à 1. C'est parfaitement possible. Soit dit en passant... Oui, non, là, les deux sont virtueux. Non, parce que j'allais dire, vous pouvez toujours faire le retour inverse de la lumière. Et donc, si ça grossit d'un côté, ça rapetisse, ça dégrossit de l'autre, dans l'autre sens. Sauf que, donc là, si c'est ça votre objet, ça, ce sera ça son image, et donc, vu d'ici, ça aura été dégrossi. Mais sauf qu'à ce moment-là, ça veut dire que c'est un objet virtuel. Donc, c'est pas ça, enfin, c'est pas comme ça qu'on utilise les choses. Mais sinon, avec effectivement, un exemple très simple, c'est la lunette. Ou des jumelles. Quand vous prenez des jumelles, si vous prenez dans l'autre sens, ça a l'air plus petit. C'est pour ça que vous croyez que c'est éloigné. Hein, vous prenez une longue vue ou des jumelles dans le mauvais sens, en regardant par le... D'accord ? Et vous allez voir tout qui est très loin. En fait, c'est pas plus loin. Enfin, l'image, elle se forme dans votre œil tout pareil. Vous croyez que c'est plus loin, que ça a éloigné, simplement parce que justement, tout apparaît plus petit au sens du grossissement, angulairement. Et de même, quand vous dites « Oh là, ça rapproche », ça rapproche pas, l'objet, il est toujours là-bas. L'image que vous percevez, c'est comme si l'objet était plus près, parce que c'est plus gros. D'accord ? La lentille, elle a quelle tête dans la lunette? La lentille... c'est deux lentilles convergentes. Deux lentilles. Ouais. Et laquelle a un... Pour les trucs les plus simples, après, vous pouvez avoir des systèmes complexes. Laquelle a un indice F plus élevé que l'autre? Il y a un exercice sur la lunette, je propose qu'on voit tout ça quand on fait. Mais typiquement, vous faites un système afocal avec celle-là qui est plus grand que celle-là. Enfin, et le grossissement, c'est justement, ça va être le rapport des longueurs d'onde. Des longueurs d'onde, n'importe quoi. Des distances focales. Voilà. Sinon, on peut faire l'exercice sur la lunette astronomique.
Oui, on peut. Oui, oui. Non, mais l'idée, c'est que justement, comme le principe de la lunette, c'est que la première lentille vous forme une image, et après vous la regardez à la loupe avec la deuxième. Je voulais expliciter un petit peu le principe de la loupe d'abord pour introduire la notion de grandissement quand il n'y a qu'une lentille. Comme ça, c'est simple. On définit le grandissement, et après, on va faire tout de suite l'exercice sur la lentille. Oui. Comment on peut avoir un effet loupe si on a un système focal? Alors. Si on observe l'image à l'infini, elle se forme du coup sur le... Oui, parce que là, ça c'est quand vous avez l'objet qui est plus près que le foyer. Et donc, ça vous forme une image comme ça, qui est plus grande, mais qui est plus loin. Donc, le grossissement, ce n'est pas le grandissement, il faut le pondérer. En fait, ce que vous voyez là, c'est que le grossissement est plus petit que le grandissement. D'accord ? Le grandissement, c'est le rapport des distances. S'ils étaient au même endroit, alors ce serait le même que le rapport angulaire, en assimilant la tangente avec l'angle. Mais comme il est plus loin, en fait, le grossissement va être plus petit que le grandissement. Mais le point, c'est que le grandissement, on s'en fout. De combien, enfin, encore une fois, si j'ai beaucoup grandi, mais que j'ai mis l'objet très loin, ça me fait une belle jambe. Je ne le vois pas plus gros. Donc, pour un système, enfin, une lentille utilisée comme une loupe, c'est le grossissement qui compte, et on va le calculer. Mais donc je réponds à votre question, que je n'ai pas oublié pour une fois. Si vous mettez maintenant l'objet au plan focal, alors ça va vous former une image à l'infini. Voilà. Donc vous pouvez effectivement... Donc dans la lunette, c'est ça qui va se passer. Vous allez former d'abord une image que vous mettez ensuite... En fait, la meilleure façon pour utiliser une loupe, c'est de mettre l'objet au plan focal. D'abord parce que vous n'avez pas besoin d'accommoder derrière, puisque du coup l'image qui se forme, elle est à l'infini. Donc votre œil, il regarde à l'infini. Et en général, quand on a un œil qui n'a pas de problème de myopie, on n'a pas besoin d'accommoder pour un corps à l'infini. C'est quand l'objet est proche qu'on doit, pour faire converger sur la rétine, on doit augmenter la vergence. Ah tiens, je n'ai pas parlé de vergence. Ah ben, c'est ça que je voulais rajouter, vergence. C'est juste un sur F', mais il faut qu'on le... Oui. Du coup, là, dans le cas où on met l'objet sur le foyer objet, l'image se forme à l'infini. Se forme à l'infini. Je ne vois pas comment notre œil peut le voir nettement. En fait. Bah, quand vous regardez un objet à l'infini, vous le voyez nettement? Oui. Bah voilà. Mais je ne l'explique pas avec... Pour moi, justement, les points ne vont pas converger. Ils ne convergent pas. C'est votre œil qui les fait converger. Bon, il faut qu'on parle de l'œil alors. Il faut qu'on parle de l'œil. Ben, oui, ok. L'œil, vous y êtes? Les objets plus proches, ils ont tendance à être divergents, donc il faut converger plus. Oui, C'est ça. voilà. Donc l'œil, c'est une lentille, pour le faire simple, une lentille avec une certaine distance focale, f', qui est ajustable en accommodant, justement. C'est ça qu'on appelle accommoder, c'est changer la distance focale. Et quand on prend de l'âge, il y a un moment, on a besoin de lunettes pour faire converger plus, parce que la latitude, c'est des muscles qui viennent tirer, ou c'est compliqué, les tissus, enfin, la capacité biologique à raccourcir cette distance focale devient moins bonne. Et donc on n'y arrive plus trop à moduler f'. On y arrive toujours, mais dans une moindre mesure. Il y a une limite inférieure à la distance focale qu'on peut imprimer à l'œil. Alors, la distance focale au repos, quand on ne fait rien, on laisse l'œil, on ferme les yeux et on se détend. Si on rouvre les yeux, on voit net à l'infini, normalement. Ça veut dire que quand on ne fait pas d'action particulière, la distance focale de la lentille de l'œil, bonjour. Mais vous êtes bienvenus si vous voulez suivre un cours d'optique. La distance focale est égale à la distance entre le cristallin et la rétine. C'est-à-dire que, donc là il y a la rétine, R, qui est en fait le F'. Voilà. Et donc, quand vous regardez un truc qui vient de l'infini, ça vient se projeter là au milieu de la rétine. Si c'est à l'infini, mais avec un certain angle, c'est ce qu'on a vu ce matin, ça fait un foyer secondaire, mais qui va toujours être sur la rétine. Donc ça, c'est la position normale. Alors, le problème, c'est vrai que de temps en temps, il y a des yeux qui, par construction, par mauvaise construction, entre guillemets, c'est pas très grave, mais c'est comme ça, la distance focale est soit trop grande,
soit trop petite. Auquel cas, au repos, l'image se forme non pas sur le plan de la rétine, mais par exemple devant. Si elle se forme devant, c'est-à-dire qu'au moment où ça arrive sur la rétine, on a une tache au lieu d'un point. C'est pas net. De la même façon, si ça se forme derrière, c'est-à-dire si ce n'est pas assez convergent, ça va se former derrière ici. Et donc si la rétine était là, ce serait formidable. Manque de chance, elle est là, et donc on a une tache ici, et c'est flou. D'accord ? Donc soit la lentille est trop convergente, le cristallin est trop convergent, soit il n'est pas assez. Normalement, par design évolutionniste, l'évolution nous a fourni des yeux où la lentille, quand on ne fait rien de spécial, ça nous permet de voir net à l'infini, c'est-à-dire que la distance focale est égale à la taille de l'œil, enfin la distance entre le cristallin et la rétine. Notez bien que la nature a choisi pour nous que pour accommoder, c'est-à-dire pour arriver à voir net à différentes distances, la nature a choisi, l'évolution a choisi de moduler la focale de la lentille. C'est-à-dire qu'on est capable de changer les rayons de courbure de la face d'entrée et de la face de sortie, si vous voulez, du cristallin. Donc modifier la distance focale de façon à ce que quand on veut voir net à une certaine distance, on se débrouille que, si on veut voir net un objet qui est à cette distance-là, on se débrouille pour que l'image de ce AB soit quand même sur la rétine A'B', ce qui exige que F' soit différente. Il y a deux stratégies, on voit bien qu'il y a deux stratégies. De toute façon, la stratégie qu'on a gardée, qu'on a retenue, c'est que la taille de l'œil reste la même et on modifie la distance focale. On pourrait faire autre chose. On pourrait dire, la lentille, elle est ce qu'elle est, et juste, je vais mettre la rétine plus ou moins derrière ou plus ou moins devant en fonction de l'objet que je veux regarder. Alors, ce n'est pas illimité, la nature a choisi que c'est mieux comme ça. Mais l'appareil photo, il fait le contraire. En général, ce que vous faites quand vous mettez au point, c'est que vous tournez là votre objectif, mais il se passe quoi? En fait, c'est que vous allez changer cette distance-là. La lentille, elle est ce qu'elle est, elle ne va pas changer. Vous l'avez achetée, elle est en verre, c'est pas en tournant le truc que ça change la distance focale. La lentille, elle est ce qu'elle est. Donc, ce que vous faites, c'est que vous changez la distance où vous venez faire converger les rayons. Parce qu'ils convergent là où ils convergent, en fonction de la distance de la source. Donc, si vous voulez voir net à telle distance, eh bien, il faut vous mettre dans le plan conjugué. Donc, il y a deux stratégies pour voir net. Soit vous changez ça, soit vous changez la distance focale. Bon, pour l'œil, c'est la distance focale qui change. Et pour un appareil photo, vous pouvez aussi changer d'objectif, mais pour un objectif donné, une lentille donnée, vous changez la distance, il n'y a pas d'autre choix. Voilà. Donc ça, c'est l'idée. Par conséquent, effectivement, pour l'œil, c'est très agréable de regarder un faisceau parallèle. Parce que la lentille d'entrée de l'œil, cristallin, fait en sorte qu'un faisceau parallèle converge sur la rétine. Qu'ils viennent d'ici ou de là, peu importe, ça arrive sur la rétine. Quand l'œil est bien fait. C'est lequel la myopie entre les rayons? Alors, le myope voit bien de près, c'est-à-dire que c'est trop convergent. Quand c'est près, ça arrive à faire quand même converger au bon endroit sur la rétine. Donc, ça veut dire que ça converge beaucoup plus. Donc, c'est le bleu. Le myope est bleu. Et le vert, c'est l'hypermétrope, non? C'est ça? Voilà. Donc, l'hypermétrope a besoin d'une lentille convergente. Puisque l'hypermétrope en vert, l'image se forme trop loin derrière. Donc, il faut lui rajouter de la vergence. Il faut raccourcir sa distance focale pour le faire converger plus. Pour le ramener sur la rétine, ça se forme derrière. Il faut le ramener devant. Donc, l'hypermétrope va avoir des lentilles convergentes, donc minces. Le myope, c'est pour ça que les myopes, ils ont des grosses lunettes.
C'est juste parce qu'on l'a vu, pour être divergent, il faut que les bords soient plus grands que le centre. Parce qu'il faut faire converger moins, donc il faut rajouter une lentille divergente. Sinon, ça converge trop près là, donc il faut le ramener derrière. Donc si on raisonne en front d'onde, il faut ralentir les parties externes pour que ça vienne converger plus loin. Et donc, les lunettes ont l'air grosses, simplement parce que les bords sont gros. Et pour une lentille convergente, c'est peut-être aussi gros ici, mais ça se voit moins parce que c'est attaché par des montants très fins. Donc, comme c'est transparent. En fait, cette lentille n'est pas forcément plus grosse au sens plus épaisse que celle-là, sauf que celle-ci, on ne voit pas qu'elle est épaisse, et celle-là, on le voit tout de suite, puisque la monture, elle est épaisse. Enfin bon, vous voyez l'idée. Alors, puisqu'on est dans les vergences, donc oui, la définition de la vergence est simplement 1 sur la surface focale, sur f', donc c'est pareil, positif ou négatif, donc, et ça se mesure en dioptrie. Enfin, un dioptrie, c'est juste un mètre moins 1. Hein. C'est notre delta. Donc, C'est algébrique ou ça l'est pas? oui, c'est algébrique. Oui, oui. C'est 1 sur f', vraiment. Donc, si c'est divergent, c'est moins. Donc, une dioptrie, c'est 1 mètre de distance focale. 2 dioptries, c'est 50 cm. 1,5 mètre. D'accord. Donc ça, je ne sais plus combien c'est, 1,5. Donc ça fait 1,5, ça fait 1 sur 1 sur, ça fait 2 tiers. Voilà. Donc 66 cm. On l'appelle comment? V, la vergence? Oui, V, souvent on fait un V comme ça, mais oui, V. Voilà. Ouais. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, on peut le démontrer facilement. Je ne vais peut-être pas le faire, on verra si on a le temps, parce qu'il faut qu'on fasse quand même des exos aussi. Enfin, cela. Si vous accolez 2 lentilles minces, alors accoler, ça veut dire qu'elles sont suffisamment proches pour que vous pouvez considérer que O1 égale O2, quoi. C'est toujours pareil, à peu de choses près. Donc quand vous faites ça, eh bien, vous pouvez montrer que la vergence du total, c'est V1 plus V2. C'est-à-dire que vous ajoutez les inverses des distances focales. C'est pour ça qu'on a introduit la vergence d'ailleurs plutôt que la... Oui, enfin, si vous voulez. C'est pour ça qu'on a introduit la vergence plutôt que la distance focale. Parce que c'est ça qui s'ajoute. Donc si vous avez des lunettes à 1 dioptrie, et puis si vous voulez des lunettes à 2 dioptries, vous en prenez 2. 2 fois les mêmes, vous les mettez bien collées l'une à l'autre. Alors, s'il y a un espace entre les deux, il y a la formule de Gullstrand. Si là, vous avez F1, enfin, merde, pardon, la vergence V1, la vergence V2, alors toujours, vous les mettez, faites un axe, enfin, un système centré, hein, sinon l'optique ne fait plus rien dès qu'on est, si on n'est plus aplanétique, enfin, il ne se passe plus rien aussi. Donc, toujours centré. Si vous avez un espace E entre les deux, eh bien, vous pouvez montrer que la vergence du résultat, c'est une certaine formule que je ne connais pas par cœur, enfin qui se montre, qui dépend de E. Donc, il y a du V1 plus V2 plus E quelque chose. Enfin, ou alors ça s'exprime en F directement. Enfin, regardez. Si vous voulez, on fait l'exercice tout à l'heure, ou maintenant, si vous voulez, comme vous voulez. Il suffit de le faire. Hein. Vous appliquez les formules de conjugaison sur le premier, puis sur le deuxième, et vous reliez les positions des points en disant qu'entre O1 et O2, il y a E, et puis l'affaire est réglée. Hein. Donc, je vais juste le poser, on ne va pas le résoudre. C'est une démarche l'exercice qu'on a. Exactement comme quand on met 2 dioptres. Ah oui, on a changé le truc. Ouais, c'est la même démarche que la lunette astronomique, en fait. Oui, alors sauf que la lunette astronomique, elle est conçue pour que... Ah non, plus la variée. oui, pour que le foyer image de la première soit le foyer objet de la deuxième. C'est son mode de fonctionnement, c'est ça qui permet de former un système afocal, on va y venir. Hein, donc, juste pour que ce soit clair pour vous, et comme ça c'est vous qui ferez l'exo, vous avez O1 avec F'1, donc F'1 qui est quelque part, O2 avec F'2, et puis vous avez 1 sur O1A
prime moins 1 sur O1A qui est égal à 1 sur F prime 1, bien sûr, d'accord? Ça, c'est l'image A', c'est l'image par la première lentille. Et puis ensuite, vous avez 1 sur O2 à seconde, moins 1 sur O2 A'. Donc, l'image par la première devient l'objet par la seconde, et ça, c'est l'image par la seconde, qui vaut 1 sur F'2. Et donc, vous avez tout, hein, puisque vous avez O1, O2 qui vaut petit e, la distance entre les deux. Vous remplacez et vous allez trouver un truc du style 1 sur un certain O A', moins 1 sur un certain O, pardon, A seconde, moins 1 sur le même O A, égale 1 sur le F équivalent. Et vous résolvez le truc. Enfin, il y a tout, c'est juste de l'algèbre. Si on le fait, on en a pour une demi-heure et je vais me planter 3 fois. Mais voilà. Et sinon, vous regardez la formule qui donne la formule de gauche. Il faut juste comprendre qu'il n'y a rien de particulier. Et dans le cas où O1 égale O2, alors là, du coup, ça devient trivial et on voit très clairement, bah, vous voyez, si O1 égale O2, ça y est, on l'a fait. Hein. Si O1 égale O2, bah, du coup, vous faites la somme des deux. Lui élimine lui. Et donc, vous avez 1 sur O2 à seconde, moins 1 sur O1A, mais c'est-à-dire donc O2A, égale 1 sur F'1 plus 1 sur F'2. Et donc, le 1 sur F', c'est 1 sur F'1 plus 1 sur F'2. Donc, vous avez additionné les divergences. Donc, ça, c'est complètement trivial quand O1 égale O2. Quand O1 n'est pas égal à O2, bah, il y a un E entre les deux et ça fait ce que ça fait. Et il faut trouver, du coup, où est le O qui va bien. Bon, bref. OK? Bien, alors, dans le cas de l'œil, on aime bien regarder à l'infini parce qu'il n'y a pas besoin d'accommoder, sauf quand on a un œil légèrement défectueux. Mais une fois qu'on a mis les lunettes qui vont bien, du coup, c'est pareil. On aime bien voir à l'infini parce que la lunette fait que, justement, maintenant, un objet à l'infini ne nécessite plus d'accommoder. Oui? C'est-à-dire que les myopes et les hypermétropes à l'infini voient mal l'objet. Ouais. Ouais. Ok, donc, et du coup, ça permet de boucler la digression et de revenir à votre question. C'est que le meilleur usage pour la loupe, c'est de mettre directement l'objet dans le plan focal objet, de façon à former une image à l'infini, auquel cas il n'y a pas à accommoder et c'est très agréable. Donc, alors faisons-le. Ici on a F. Donc si on a un objet AB, FB si vous voulez, enfin, si vous voyez. Donc une distance focale ici F', alors enfin petit f en algébrique, petit f égale moins F'. Je vais quand même noter ça F' avec les deux flèches, ça c'est la valeur absolue. Alors, sous quel angle voit-on... Ah oui, pardon. Le faisceau sortant est parallèle. Oui, donc c'est ça. Donc tout sort dans la direction pour B. Oui, pour B, ça sort dans la direction qui n'est pas déviée, celle-là, enfin du rayon qui n'est pas dévié. Donc ça fait un faisceau comme ça. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, voilà. Tous les points issus de B ressortent comme ça, d'accord, comme un faisceau parallèle, dans la direction du rayon qui n'est pas dévié. Et donc, sous quel angle, si on met l'œil là, alors du coup, où qu'on mette l'œil, on verra l'objet AB sous le même angle, cet angle-là. On voit le haut de l'objet dans la direction de cet angle-là. Alors non. Donc alpha prime, c'est celui-là. D'accord? On a B prime loin par là-bas.
Que vaut cet alpha prime? Eh bien, il vaut la taille AB divisée par la distance focale. Hein? Enfin, c'est sa tangente qui vaut ça. La tangente égale l'angle. D'accord? Hein? Tangente alpha prime, là, égale AB sur FO. Yes? Donc, ça, c'est alpha prime. Et maintenant, sous quel angle verrait-on l'objet s'il n'y avait pas la loupe? Bah, je sais ce que vous allez me répondre. Ça dépend d'où on se met. Vous avez bien raison. Si on se met là, on le voit sur un super grand angle. Si on se met là, on le voit sur un tout petit angle. Donc, le grossissement, ça dépend par rapport à quoi on compare. Donc, on appelle le grossissement commercial le rapport entre l'angle sous lequel on le voit à travers la loupe et ou l'objet en général, et l'angle maximal sous lequel on pourrait le voir avec un œil nu. Or, on a toujours une distance minimale en dessous de... Ouais, comment vous l'appelez? Le punctum proximum, absolument. Punctum proximum, le point le plus proche que l'on peut voir net, et puis remotum, le plus loin qu'on peut voir net. Alors, pour un œil normal, c'est l'infini. Celui-là. Mais ce que vous savez, c'est que là, je vois net, enfin, vous aussi. Là, moi, je vois plus net, vous voyez encore net. Là, ni vous ni moi ne voyons net. Donc, il y a une distance minimale, tout simplement parce que plus on approche... Donc ça, c'est la lentille de notre œil et notre rétine est là. Si l'objet est ici, il faut le faire converger un peu pour aller là. Si l'objet est là, il faut le faire converger beaucoup pour aller là. Il y a un moment, si l'objet est juste là, il faut faire converger les rayons avec une force pas possible. Donc, il y a un moment, même si vous êtes jeune en bonne santé, et que votre œil est parfait, à un moment, vous n'arriverez plus à faire converger autant. Donc, il y a une distance minimale en deçà de laquelle vous ne pouvez plus voir net parce que vous êtes au maximum de ce que vous pouvez donner comme vergence à votre œil, à votre cristal. Alors, en général, cette distance, c'est de l'ordre des mines de 25 cm. En tout cas, c'est la distance qui est choisie comme référence quand on parle d'un grossissement commercial. C'est pas par rapport à au plus petit angle sous lequel pourrait le voir un œil particulier d'un humain particulier ou d'un animal particulier ou d'un extraterrestre particulier, mais c'est par rapport à ce qu'on pourrait voir si on avait un œil moyen, c'est-à-dire avec un punctum proximum le plus proche, égal à 25 cm. Donc on considère que, typiquement, en dessous de 25 cm, on n'arrive plus à voir net. Personne. Voilà. Évidemment, un myope, oui, mais ok. 10 cm, hein? 10 cm, même un myope. Oui, 10 cm, oui, même un myope. Voilà. Enfin, 10, je ne sais pas, hein, des fois. Ah, si, on en voit des fois, ils sont comme ça, ils arrivent à lire. Hein. Bon, bref. Vous êtes myope, vous? 20 cm, on voit bien. 20? 20, on voit très bien. 25, c'est ça? Ouais, mais 20, même 20, on voit bien. Oh non. Ah si, 20, on voit très bien. Si? Mais regardez, là c'est 10. Ouais. Je me mets en dessous. Je peux lire parfaitement. C'est vrai? Oui. Ah ouais. Déterminer le diamètre apparent. Ok. Oui, tu te fatigues. Oui, mais on peut, d'accord, on peut. Non, mais si c'est un truc que personne ne peut aller en dessous, sauf. Ouais. Bon, c'est la convention qui est adoptée, on prend 25 comme référence. Mais effectivement, un œil jeune doit pouvoir voir plus près. Moi, maintenant, c'est terminé. Même à 50 cm, je vois quasiment plus. Et le punctum remotum, du coup, c'est le point le plus loin qu'on peut voir net, donc c'est l'infini pour un œil normal. Mais justement... Ouais. Parce qu'il y a des points qu'on ne peut pas distinguer. Ah oui, ça c'est autre chose. Mais, oui. C'est pour former une image sur la rétine. Voilà. Bon, alors, donc vous avez compris le principe de la loupe. Et donc, le grossissement
que vous obtenez avec une loupe, c'est ce alpha prime, c'est-à-dire ça, et ça dépend de la taille de l'objet et de la distance focale. Donc, à condition que vous mettiez l'objet dans le foyer objet, mais c'est ça qui est le mieux, ça vous donne une image à l'infini. Et à ce moment-là, vous le voyez sous cet angle-là. Si vous voulez un grossissement, il faut comparer à quelque chose. À quoi vous comparez? Typiquement, vous comparez à qu'est-ce qui se passerait si vous aviez l'objet à 25 cm. Alors, si on avait l'objet à 25 cm, combien on aurait... quel serait l'angle? Quelle serait la grosseur de l'objet? Eh bien, effectivement, AB sur 25. Enfin, sur 0,25 si on se met en mètres. Enfin, d'accord. Non, mais... Et donc, le grossissement, c'est alpha prime sur alpha, et donc c'est 0,25 sur f prime. Où f prime est en mètres. Ou bien 25 sur f prime avec f prime en centimètres. Voilà. Donc, c'est un quart de la vergence. Oui, non, il ne faut pas le dire comme ça, parce que ça, c'est une dimension. Non, disons ça. Ça en mètres. Ouais, enfin, voilà. Bon, bref. Oui? Pourquoi est-ce qu'on est passé de alpha prime à alpha? Non, alpha prime, c'est ça, d'accord? Ouais. Alpha, ce que j'ai appelé alpha, c'est l'angle sous lequel on verrait l'objet s'il était à 25 cm. D'accord? Voilà. Donc le grossissement correspondant, c'est ça. Donc ça vous donne des grossissements de quelques. Mais ça ne va pas vous faire un grossissement de 100. Quoi. Pour avoir un grossissement de 100, il faudrait un f'. Attendez, c'est dans ce sens-là? Oui, c'est dans ce sens-là. Il faudrait un f' de 25. Oui, c'est ça. Non. Ah. Attendez, c'est bien dans ce sens-là. Alpha prime. Oui. Donc alpha prime sur alpha. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc 2,5 mm. Non. Oui, 2,5 distance. Oui. Donc il faudrait une distance focale de 2,5 mm. Avec une lentille. Mais si vous voulez grossir d'un facteur 2-3, pour une loupe, ça suffit en général. Enfin, ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez, donc si vous voulez juste grossir des caractères qui sont écrits petits, voilà, eh ben, vous faites quelques centimètres, une distance focale de quelques centimètres. C'est pour ça que vous voyez que les loupes, en général, les bonnes loupes, elles sont grosses, enfin, elles sont convergentes, donc elles sont minces sur les bords, mais elles sont bien grosses ici, parce que si vous vous rappelez la distance focale, on avait n-1, 1 sur le rayon 1 algébrique, moins 1 sur le rayon 2 algébrique. Donc, par exemple, pour simplifier, si on fait ça comme ça, plan convexe, ce rayon-là est infini, donc du coup ça fait 0. Et donc vous voyez que f' est directement relié au rayon du cercle. OK ? Voilà. Donc maintenant, avec une loupe, vous allez grossir de quelques. Voilà. Maintenant, si vous voulez grossir de beaucoup, bon, il faut passer au microscope, par exemple. Okay. Vous allez à la fois grandir et grossir. Mais ce qui compte, c'est grossir. Encore une fois, c'est vraiment ça. OK. C'est bon? On a tout dit. Bon, on n'a pas fait les miroirs, mais finalement, on a fait un peu tout le reste, là. Du coup, allez, on va pouvoir partir sur la lentille, sur la lunette, pardon. OK. Ouais. Du coup, les myopes et les hypermétropes voient moins bien de loin. Quand on voit moins bien de... Oui, alors, non, en général, l'hypermétrope, il voit quand même à l'infini net parce qu'il arrive à faire converger. C'est-à-dire que, vous voyez, enfin, ça converge trop loin, mais sans accommoder, il est obligé d'accommoder à l'infini. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Mais il y arrive, en général. Il n'y a pas besoin d'accommoder tant que ça. Enfin, sauf si vraiment,
l'image se forme tellement derrière, mais ça veut dire quasiment qu'il n'a pas de cristallin, donc ça ne converge plus du tout. L'hypermétrope voit mal aussi de près. L'hypermétrope, ah oui, a du mal de près, oui. Oui. Le mieux possible. Quand on dit la presbytie, la presbytie c'est pareil, hein, c'est que vous n'arrivez plus. Enfin, sauf que hypermétrope myopie, c'est commencer au repos. Et là, un presbyte comme moi, les personnes qui commencent à prendre de l'âge, elles ont toujours, au repos, elles ont toujours un œil bien. Moi, je vois parfaitement bien de loin. Là, je vois parfaitement bien. C'est juste que quand il faut accommoder davantage pour faire converger un truc qui est prêt, il y a un moment, j'y arrive plus. Donc, de l'infini jusqu'à une certaine distance, ça marche comme ça doit marcher, normalement, comme ça a toujours marché. Et à un moment, j'ai une limite dans la vergence que je peux donner. Donc, il y a un moment, je ne peux plus le faire à partir d'une certaine distance. Donc, on met une lunette pour aider. Mais du coup, avec ces lunettes, là, c'est pour ça que je fais sans arrêt ça, parce que comme ça, je ne vous vois plus net. C'est ça le problème. Parce que ça fait converger trop. Or, moi, là, pour vous voir là, je n'ai pas du tout besoin de faire converger. Mon œil, il est parfait pour ça. Donc, voilà. Donc, la presbytie, c'est pas que ça converge, c'est pas comme l'hypermétrope, ça converge pas assez. Le presbyte, ça converge normalement. C'est juste que la plage de variation de la vergence est limitée. D'accord ? Comment du coup ça marche, ces lunettes adaptatives pour justement la presbytie? Eh bien, c'est qu'elle est taillée de telle façon que quand on regarde en bas, ça converge beaucoup. Quand on regarde de plus en plus haut, ça converge de moins en moins. Et vous pouvez avoir un truc, c'est-à-dire que en fait, la forme du verre est faite de telle façon que en bas, ça va déformer un truc comme ça. Ça va faire converger comme ça, voilà. Non, c'est l'inverse. Oui. Et ici, vers le haut, ça va simplement être plan parallèle en fait. Et donc, c'est calculé, la forme du verre est de telle façon que, suivant où vous regardez, ça va. Mais du coup, en fait, ça peut être très bien là, et puis très bien là, et puis là, c'est approximatif, parce que le problème, c'est-à-dire, quand vous avez des verres correctifs, moi j'ai essayé, c'est une horreur absolue, enfin, je les ai jetés tout de suite, poubelle. C'est-à-dire que le problème, c'est que votre champ de vue. Enfin, si vous voulez regarder à une certaine distance, il faut regarder à un certain endroit. Donc, si vous avez des verres correctifs, donc si je veux regarder loin, du coup, ce n'est pas correctif, puisque de loin, je vois bien mes temps. Donc là, il faut que je vous regarde dans la partie qui ne corrige pas, comme ça. Mais je ne peux pas regarder loin comme ça, ni comme ça. Et si je veux regarder à une certaine distance, il faut que je mette l'endroit que je veux regarder à la bonne inclinaison. Enfin, c'est l'enfer absolu. Enfin, il y a des gens qui s'adaptent, je ne sais pas, moi j'ai essayé 10 minutes et j'ai jeté ça à la poubelle. Mais il y en a qui arrivent et qui font ça tout le temps, donc très bien. Moi, je préfère faire ça. Je préfère faire ça 200 fois par jour que d'avoir des trucs correctifs. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Des lunettes un peu en deux avec un aimant accessoire. Du coup, on peut prendre. Oui, voilà, il y a mille façons de pouvoir les retirer et les remettre. Mais enfin, donc, la réponse, les verres correcteurs, à multiples focales, c'est ça, en fait, ils ont multiples focales. Suivant la direction, ce n'est pas la même distance focale. Donc, c'est des formes de verre un peu spéciales. Mais forcément, il y a des aberrations. Et plus vous payez cher, moins il y a d'aberrations. C'est-à-dire qu'après, il faut des formes, on voit bien qu'il faut des formes super calculées pour que ça se fasse ce qu'il faut, et spécialement pour votre œil et pas pour celui d'un autre, parce que ça dépend vraiment, là. Donc, ça devient compliqué. Et ça ne peut pas être parfait, hein, par définition. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir tout votre champ de vue qui convient pour toutes les distances. Donc, après, voilà. Bon, allez. La lunette, assez parlé des problèmes oculaires. Parlons de la physique. La lunette astronomique, donc c'est l'exercice 6. Alors, déterminer le diamètre apparent de la Lune alpha, sachant que son diamètre physique, dl, est 3450 km. Non, si, oui. Ah oui, diamètre de la Lune, c'est ça. Et que la distance Terre-Lune vaut environ L, ça s'appelle L, la distance Terre-Lune, why not, 380 000 km.
Oui, ce matin, j'ai demandé à je ne sais plus qui s'il connaissait la distance à la Lune. C'est bien de connaître l'ordre de grandeur, c'est vous, oui. Donc, si vous connaissez 400 000 km, c'est bien. Et surtout, ayez en tête que 400 000 km, c'est 10 fois 40 000 km, n'est-ce pas? Et 40 000 km, c'est le périmètre de la Terre à l'équateur. Ben, c'est que 10 fois plus. Oui, d'accord, mais on n'a pas moyen de le retrouver. Non, mais 40 000 km, vous le savez quand même. Oui, oui, d'accord. Voilà. Oui, Mais- mais je me dis pas, bah oui, c'est 400 000, bah oui, si je déroule la Terre 10 fois, ça se voit à peu près que... Ah non, 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 mais pour s'en souvenir, Parce que c'est vrai que si on interroge à quelqu'un dans la rue, c'est quoi la distance de la Lune, il va pouvoir dire des millions de kilomètres, comme il va pouvoir dire, enfin je sais pas, on n'a pas d'idée, effectivement, pour la raison que vous dites, on ne sait pas. Parce que de toute façon, on voit juste la taille apparente, la Lune pourrait être beaucoup plus loin et beaucoup plus grosse, elle aurait la même taille apparente, donc il n'y a pas moyen de savoir. Enfin si on fait de l'astronomie, mais... Dans le ciel, des fois, on la voit plus grosse, alors qu'elle a... Non, c'est des illusions, ouais, ça dépend de l'avant-plan. Alors, il y a quelques effets, comme on avait vu, de mirage à l'horizon, si les rayons peuvent être courbés, ça peut varier un peu, mais c'est essentiellement, si vous avez un point de référence que vous projetez comme étant plus loin ou plus près, du coup, par comparaison, vous croyez que la Lune est plus grande ou plus près, mais... Parfois, quand on conduit, Ça, c'est quand vous faites des cauchemars, ça. Ouais, c'est vrai que quand on roule, après en cas, on a l'impression qu'elle a la même vitesse que nous. Ah ben oui, parce qu'elle est toujours dans la même direction. Si vous roulez droit, elle est toujours dans la même direction. C'est là qu'on voit qu'elle est loin, effectivement. Donc, c'est bien d'avoir un ordre de grandeur quand même. La Lune n'est pas si loin. Ah, c'est pour ça que les gens disent « Ouais, en 1969, on est allé sur la Lune, on n'est même pas capable d'aller sur Mars. » Attendez, il n'y a rien à voir, mais rien à voir. La Lune, si vous faites 10 fois le tour de la Terre, vous êtes à la Lune. Enfin, il faut aller dans la bonne direction, d'accord, mais c'est pas très loin la Lune. D'accord? Par rapport aux autres planètes, on sait que c'est pas très loin, même quelqu'un dans la rue le sait. Oui, Parce qu'on voit la Lune, on voit pas Mars déjà, de base. oui, mais c'est pareil, Mars pourrait être plus petite en fait, ça pourrait être pour ça. Non mais les ordres de grandeur, c'est bon de les avoir en tête, c'est bien de savoir que la Lune est à 400 000 km, c'est-à-dire à peu près 10 fois, non pas le rayon de la Terre ou son diamètre, mais son périmètre. Il y a quand même 2 pi dans l'histoire. Hein. En plus, Mars, ça change tout le temps en fait. Exactement, ça change tout le temps. Enfin bref. Hein? Une unité astronomique, ça c'est la distance de la Terre au Soleil, et ça c'est 150 millions de kilomètres. Ça vaut pas le coup d'exprimer ça en astronomie. Ouais. Oui, oui. Donc effectivement, là c'est beaucoup plus. Voilà. Oui, la distance du Soleil, donc 150 millions de kilomètres, donc vous voyez que c'est 150 millions, donc c'est 500 fois plus. 500 fois plus que ça. 400. Parce que c'est à peu près 4 là quand même. Oui, 4. Bah, c'est 100. Oui, mais 150. Ah oui, j'ai fait comme si c'était 300. Bon, ok. Non, mais l'ordre de grandeur. Ok. Allez, on continue l'exercice parce que tout ça est bien beau, mais on réalise une lunette à l'aide de 2 lentilles convergentes. La première de distance focale f'1. Ah non, pardon, on n'a pas répondu à la première question en fait. Oui, déterminer le diamètre apparent de la Lune. Donc diamètre apparent, diamètre angulaire apparent de la Lune. Alpha, hein, donc vous êtes ici. Vous êtes sur Terre. Du coup, le diamètre apparent, c'est pi. Enfin, le diamètre, oui, pi. Alors, si vous êtes sur la Lune. Alors, donc, vous êtes là. La Lune n'est pas à l'infini, mais un peu loin. Voilà, elle a un diamètre. C'est son diamètre, hein, ça. Donc, diamètre dl, la distance L. Et donc, on a effectivement... Alors, en toute rigueur, on a alpha, qui est cet angle-là. Alpha... C'est pas l'angle total de tout le diamètre après Si. Oui, le diamètre apparent. Vous avez raison. Alpha. Et donc, on a tangente de alpha sur 2 qui vaut dl sur 2 sur L.
dl sur 2l. Et donc, on a alpha qui vaut 2 fois arc tangente de dl sur 2l. Voilà. Alors, pour des petits angles, déjà, le 2, vous pouvez le mettre dedans. Mais pour les petits angles, de toute façon, l'arc tangente, c'est la même chose que l'arc. Donc, vous avez alpha qui vaut dl sur l, tout simplement. C'était juste pour le fun. Donc, alpha, c'est dl sur l. Très bien. On retire l'orion de l'intérieur, il n'y a peut-être pas les légères. Si, 6000 sur... Non, puis en plus, ça, c'est une distance approximative. Hein. Là, pour le coup, ça varie. Comme des fois, on vous dit « Ah, c'est la lune du siècle », je sais pas quoi, les trucs, les médias aiment bien ça. C'est que la distance entre la Terre et la Lune varie, puisque l'orbite de la Lune autour de la Terre n'est pas un exact cercle, c'est une ellipse un petit peu. La Terre est un foyer. Donc, de temps en temps, elle est plus proche qu'à d'autres. Alors, quand il se trouve qu'elle est particulièrement proche... Oui, alors ça module aussi les marées, bien sûr, mais quand la Lune est plus proche de la Terre, au moment où c'est la pleine Lune, alors là, elle apparaît quand même nettement plus grosse que quand elle est loin. Donc quand on regarde, ça, vous pouvez trouver des films comme ça un peu partout sur YouTube, vous voyez la Lune, de jour en jour, pendant un mois. Et vous allez voir que, alors évidemment, vous allez voir que vous avez le premier quartier, puis etc. Donc elle s'éclaire petit à petit. D'accord, on voit. Après elle est pleine et après elle décroît. Et en même temps, vous voyez qu'elle fait un petit peu comme ça, qu'elle gonfle un peu. Et aussi d'ailleurs qu'elle tourne un peu comme ça, parce que ça présente toujours la même face à la Terre, mais il y a des petites rotations quand même. Donc, si vous regarderez ces films-là, donc, elle peut grossir quand elle est plus proche et rapetisser, grossir encore une fois au sens de l'angle, quand elle est plus loin. C'est normal. Mais ça ne varie pas énormément. C'est quoi la période de révolution de la Lune? Autour de la Terre? Oui. C'est moi qui vous pose la question. Oui. Bah, c'est un mois lunaire, c'est entre deux. Alors, c'est toujours pareil. C'est par rapport à la Terre, par rapport à la Terre et au Soleil, c'est entre deux pleines lunes ou bien par rapport aux étoiles, c'est-à-dire dans le référentiel galiléen ou pas. Enfin oui, c'est 29 jours. 28, 29 jours. Il faudrait voir lequel par rapport auquel. Mais... Voilà, parce que si ça régule les marées c'est tous les 12 heures à peu près. Donc si ça régule les marées, Ah oui, non mais ça c'est parce que les marées c'est autre chose. C'est parce que quand vous avez... Si c'était statique, c'est pas statique et donc il y a un déphasage de... Il y a un déphasage de pi, mais oublions ça. Si vous avez la Lune là, ça attire plus l'eau qui est là, et ça attire moins l'eau qui est là, donc si on se met dans le bon référentiel, et donc ça déforme les océans comme ça. C'est marée haute ici et marée basse là. Mais la Terre, elle tourne sur elle-même. En 24 heures. Donc, le point qui est là, où il y a une marée haute, dans 12 heures, il va aussi avoir une marée haute. Et puis, dans 12 heures encore. Alors, bon, ça c'est la version statique, et quand il y a de la dynamique, ça devient un peu plus compliqué, ça devient même très très compliqué, parce qu'il faut prendre en compte que l'eau pourrait aller quelque part, il faut qu'elle y aille. Donc, il y a du mouvement dedans, donc bon. Mais enfin... Il y a une excitation à cette fréquence-là, à cette pulsation-là. Bon, alors, on reprend. Donc, voilà l'angle sous lequel on voit la Lune. Deuxièmement, faire un schéma... Non, c'est pas ça. Oui. Alors, on réalise une lunette avec une première... Donc ça, c'est l'objectif. Et puis, il y a l'oculaire ensuite. Alors, la seconde, de même axe optique... Voilà l'axe optique. Et de distance focale f'2 inférieure à la première. f'2 inférieure à f'1. Très bien. Est utilisé comme... Alors, c'est marqué un loop, pardon, comme une loupe et constitue l'oculaire.
Ça, c'est l'oculaire. L'objectif, l'oculaire. Donc l'objectif, c'est du côté de l'objet qu'on regarde, et l'oculaire, c'est du côté de l'œil. Pas très compliqué. Ok, alors, calculer le diamètre apparent alpha prime sous lequel la Lune est vue à travers la lunette. Ah, c'est pas marqué que c'est un truc afocal, un système afocal? C'est après où ils nous disent dans le cas où l'humain égale FMB, la dernière ligne. On nous dit Oui, mais on ne nous dit pas la distance entre les deux. Donc, alors, ok, bon, il est incomplet cet exercice. Donc, je vous le dis, le principe de la lunette, c'est que vous avez un système qu'on dit afocal, c'est-à-dire qu'il n'a pas de foyer, parce que vous mettez le foyer image f'1 de la première lentille à l'endroit où il y a le foyer objet de la deuxième. Ah oui, quand on dit on l'utilise comme une loupe, c'est un peu ça que ça veut dire, puisqu'on vient de voir que la loupe, la meilleure utilisation de la loupe, c'est de mettre l'objet au plan focal, objet. Donc c'est exactement ça. Vous avez la Lune, qui est quelque part par là, et donc vous voyez son diamètre, enfin, vous avez alpha ici, et donc vous mettez le bas de la Lune dans l'axe, et puis du coup le haut de la Lune se trouve avec un angle alpha, vous le voyez sous un angle alpha, ça vient de l'infini, ou de quasi l'infini, mais ça vient avec l'angle alpha. Alors où se forme l'image de la Lune? Eh bien, dans le foyer, dans le plan focal image, puisque la Lune est à l'infini, quasi à l'infini. Donc, l'image de la Lune se forme ici. Alors, en quel point va se retrouver le haut de la Lune? Bah, vous avez ici un faisceau parallèle qui vient du haut de la Lune. Où va-t-il? Eh bien, il vient converger au foyer secondaire, comme on a vu ce matin, qui est dans le prolongement du rayon qui passe par le centre et qui, lui, n'est pas dévié. Tous les autres sont déviés, bien sûr, mais ils viennent converger au même point, focal, image, ici. Donc voilà le haut de la Lune. Si ça, c'est le bas de la Lune, dans la direction. J'aurais pu le faire symétrique, ça ne change rien. Hein. Tous les angles sont petits, donc... Et donc, si je n'avais pas la deuxième lentille, je mets un écran ici et je vois l'image de la Lune qui se forme sur l'écran. Ça se projette sur l'écran comme un vulgaire projecteur qui projette sur un écran. Quoi. Enfin, voilà. Mais l'astuce, c'est pas de regarder la Lune là. C'est bien, ce serait pas mal. J'aurais une certaine taille pour la Lune. Comme si quand je prends une photo, c'est ça que je fais. Je prends une photo de la Lune, bah, ça se projette. Là, très bien. La lunette, c'est que, au lieu de regarder l'image qui s'est projetée, je vais regarder cette image à la loupe. C'est-à-dire que je mets une autre lentille convergente de telle façon que cette image soit dans le plan focal objet de cette lentille convergente. Donc l'image s'est formée là et je la regarde à la loupe. Je mets une autre lentille convergente telle que son foyer objet soit exactement à l'endroit où s'est formée l'image. Du coup, bah, si je continue les rayons, si je pense, enfin, voilà, l'image de la Lune qui est là, elle va se comporter comment? Donc, puisqu'on est dans le foyer, dans le plan focal objet, l'image de ce point-là va être un faisceau parallèle qui sort dans une certaine direction, qui reconvergera à l'infini. Quelle direction? Eh bien, celle-ci. Celle du faisceau qui n'est pas dévié, quoi. Enfin, du rayon qui n'est pas dévié, pardon. Donc, celle-ci. Et puis les autres, enfin, tout le monde va repartir dans la même direction, puisque c'est un foyer secondaire, etc., etc. Donc maintenant, si je suis là, si je regarde avec mon œil derrière, donc dans l'oculaire, je vois un faisceau qui vient de l'infini, donc je n'ai pas besoin d'accommoder, c'est formidable. Simplement, la Lune apparaît beaucoup plus grosse, parce que maintenant, entre le bas de la Lune, qui ressort dans la direction parallèle à l'axe, hein, peut-être j'aurais dû faire si je fais un 1A.
Si je fais un faisceau rouge, par exemple, ça, le faisceau vert, c'est le haut de la Lune. Le bas de la Lune, c'est un faisceau parallèle, comme ça, qui vient converger ici. Alors là, ça va devenir compliqué sur le dessin. Et qui ressort parallèle à l'axe. Donc le bas de la Lune est dans l'axe, et le haut de la Lune, alors il se trouve qu'il est vers le bas, très bien, ça inverse. Bah oui, d'accord, c'est comme ça. Mais je le vois avec un angle alpha prime ici. Ah. Je le vois avec un angle alpha prime vert, là, qui est le même que celui-là, en fait. Oui? La question qui me pose problème, c'est que là, en fait, les rayons parallèles qui arrivent, qui représentent le haut et le bas de la Lune, c'est un ensemble de rayons parallèles, alors qui représentent techniquement un point. Oui, mais un point qui est très loin. Oui. Donc ça envoie un faisceau parallèle. C'est-à-dire, Ouais, ce point-là émet les rayons dans tout... Mais si vous êtes là, vous voyez, ce rayon, il va vous passer loin, celui-là, il vous passe loin, vous allez voir que ceux qui viennent de là, qui sont tous parallèles. c'est l'idée de Newton pour avoir un rayon de plusieurs boîtes les unes après les autres, qui laisse passer juste à chaque fois une petite partie des Ah, pour faire un diaphragme, pour qu'il soit bien. Pour avoir un rayon à peu près parallèle. C'est ça. Ah, C'est le même principe en fait. Ouais. D'accord. c'est ça. Quand vous regardez un objet qui est loin, vous n'en voyez que les rayons qui vous arrivent, qui vont de ce point-là à vous, et ils sont tous... Ça s'est coupé? Ah, alors c'est probablement que ça s'est coupé. Ça vient de se faire? Ah, batterie faible. Ah mais oui, justement, j'avais amené de quoi le... Alors, fermé. Ok, et j'avais amené... Où est-ce que... Ah ben voilà. Ah ben je suis vraiment... C'est vraiment pas futé. Voilà. Donc, batterie faible, batterie plus faible. Voilà, normalement ça devrait marcher. Si ça le refait, vous me dites? Mais a priori, c'est ça. Je suis idiot, j'ai amené de quoi le brancher, je ne l'ai pas branché. Bon. Voilà. Ok. Bon, donc, quel est le grossissement? Eh bien, c'est le nouvel angle sous lequel on voit la Lune, divisé par l'angle sous lequel on la voyait. Donc, alpha prime, qu'est-ce que ça vaut, alpha prime? Ça vaut cette hauteur-là, divisé par la deuxième distance focale, f'2, tout à fait. Donc c'est l'image là, alors je l'appelle BH, bas haut, d'accord? Donc c'est BH sur f'2. On va prendre les valeurs absolues. On sait qu'à la fin, le grossissement il va être négatif, puisque on voit vers le bas ce qui était vers le haut. Donc on s'intéresse qu'aux valeurs absolues. Très bien, mais BH, il vaut quoi? Quelle est la taille physique de l'image intermédiaire? Cette distance-là. Effectivement, on a ici l'angle alpha, là. Ça, c'est l'angle alpha. Non, juste la tangente. Tangente de alpha, enfin donc alpha, c'est BH sur f'1. Toujours en prenant les valeurs absolues. Hein. D'accord? Et donc vous voyez que c'est le même BH. Donc alpha prime sur alpha, eh bien c'est f'1 sur f'2. Voilà. Donc là, vous avez réalisé un grossissement angulaire. La Lune qui a un certain diamètre apparent à l'œil nu. Tiens, combien ça vaut le diamètre apparent de la Lune? Bah, c'est ça sur ça. Hein? Là, vous avez... Ouais. Alors, ça, mais ça, c'est des radians. En degrés, ça fait combien? Vous le savez par cœur?
Ah, vous venez de le faire, d'accord. Parce que moi, ce que je sais par cœur, c'est que c'est un demi-degré. Mais donc, enfin, voilà. À peu près, c'est un demi-degré. C'est bien, ça donne un bon ordre de grandeur. 1 degré, c'est quoi? Eh ben, on a tous l'idée du diamètre apparent de la Lune. On voit à peu près. Ben voilà, c'est un demi-degré. Bon, c'est comme ça. On dit souvent que c'est la taille du pouce à bout de bras. Et c'est assez vrai. Alors évidemment, ça dépend de la taille des pouces et des bras, mais pour tout le monde, c'est... Non mais je veux dire, en général, quand on a un gros pouce, on a un plus long bras, et quand on a un petit pouce, on a un plus petit bras aussi. Enfin, si c'est à peu près proportionné, grosso modo, l'angle, c'est quasiment le même. Non mais c'est aussi une bonne façon de voir, si on veut rapidement avoir une idée des ordres de grandeur. En général, enfin, la largeur du pouce, on est bien d'accord. Hein. Ça donne une bonne idée, c'est de l'ordre du degré ou du demi-degré, ça c'est pas très différent. Bon, c'est les ordres de grandeur. Ok, donc vous voyez que si vous avez ici une distance focale qui est 10 fois plus grande que l'autre, eh bien vous allez grossir 10 fois. Donc ça ne va plus être un demi-degré, ça va être 5 degrés. Et s'il y a un rapport 20, bah, ça grossit 20 fois. D'accord? Parce qu'en fait, après, il y a un duel entre télescope, lunettes. Alors après, il y a les télescopes. Il y a un autre exercice. Ah non, c'est le microscope. Ah. Parce que souvent, qu'après, on nous débattre entre l'avantage de l'un par rapport à l'autre. Ouais. En fait, Alors, ça dépend ce que vous recherchez. Si vous... L'avantage de la lunette, c'est qu'elle est facile à mettre en œuvre. Vous prenez deux lentilles convergentes, et vous faites une lunette. Galilée a fait une lunette. Bon. Enfin, ce qui était difficile à l'époque, c'était de faire des lentilles, d'accord? Faire un verre qui est bien transparent et l'usiner de façon à peu près correcte, que ça converge bien, etc. Mais enfin, une lunette, c'est relativement facile à faire, dès lors que le diamètre n'est pas trop grand. Si vous commencez à vouloir avoir un gros diamètre, ça va commencer à être difficile d'avoir un verre. D'abord, il va falloir qu'il soit plus épais au centre. Plus il est épais, plus il va absorber. Donc, et puis, plus les impuretés vont se manifester. Et puis plus c'est grand, plus vous allez sortir, si vous gardez le même rayon de courbure, plus vous allez sortir des conditions de Gauss. Donc, pareil, c'est pas... En général, l'avantage des télescopes, c'est que vous... Alors, c'est à base de miroirs. Hein, donc, c'est des systèmes... réflecteur et pas réfracteur. Hein, réfraction, une lunette, on dit que c'est un réfracteur, enfin des lentilles, c'est de la réfraction. C'est que vous allez pouvoir faire un miroir qui est relativement gros et donc qui va collecter beaucoup de lumière. Donc l'intérêt, c'est pas forcément de grossir beaucoup quand vous voulez faire de l'astronomie amateur, par exemple, mais ça va être de récolter beaucoup de lumière pour pouvoir rendre visibles des choses qui ne seraient pas visibles à l'œil nu en termes d'intensité lumineuse. Quand vous regardez des super photos astronomiques, vous voyez par exemple la galaxie d'Andromède, c'est magnifique, vous voyez, d'accord. Et là on se dit, waouh, c'est génial, ça doit être un super télescope. Ouais, mais super télescope, ça ne veut pas dire qu'il a beaucoup grossi. Andromède, si vous avez une bonne vue, vous le voyez à l'œil nu dans le ciel, quand il n'y a pas de lune et que vous êtes loin des villes. À Paris, oubliez. Mais vous allez dans le sud de la France par nuit sans lune, dans le sud ou ailleurs, enfin dans la campagne, loin des villes, vous voyez, si vous savez où elle est à peu près, vous voyez la galaxie d'Andromède. Si vous avez, tout le monde ne la voit pas, mais si vous avez une vue vous êtes bien photosensible, et que vous laissez votre œil s'accommoder, vous pouvez voir la galaxie d'Andromède, elle est grosse dans le ciel. Elle a quasiment déjà... Enfin, elle est grosse dans le ciel. Le problème, ce n'est pas de la grossir. Le problème, c'est d'accumuler suffisamment de lumière pour voir les détails, pour voir autre chose qu'une vague tache blanchâtre. Vraiment vague. Le fait que vous ne la voyez pas, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de lumière qui arrive, parce qu'elle est très très loin, elle est à 2 millions d'années-lumière. Donc, si vous avez un miroir qui est grand comme ça, vous allez collecter la lumière, toute la lumière qui vient d'Andromède, qui passe dans un cylindre comme ça, dans un cercle comme ça. Tandis que votre œil, il voit ce qui passe à travers sa pupille. Donc, entre la lumière qui passe à travers votre pupille et la lumière qui passe à travers un miroir, enfin un télescope, même une lunette, mais a fortiori, si vous faites un miroir, je ne sais pas, de
même de 10 cm de diamètre, par rapport à votre pupille qui fait peut-être quoi, 2 mm. Donc là, il y a un rapport 50 mm. Il y a un rapport 50, mais au carré. Au carré, en surface. La surface collectrice pour un miroir de 10 cm, c'est 5000 fois. Comment j'ai dit? J'ai dit non, 50, non, 2000, comment j'ai dit? Là, ça c'est 50, donc 2500 fois. 2500 fois. Donc vous allez, en une seconde, vous allez récupérer 2500 fois plus de lumière. Alors en plus, vous pouvez faire une pause plus longue, tandis que votre œil, il pose le temps que pose votre cerveau. Donc, Oui, mais d'accord. on peut le regarder directement parce que le miroir, c'est trop gros si on met le miroir. Non, et donc vous avez un dispositif, donc c'est le télescope. Typiquement, vous avez un miroir sphérique en général. La lumière, donc la lumière arrive par là. Le miroir réfléchit sur un miroir secondaire ici. C'est-à-dire vous formez du point à l'infini une image secondaire qui va se trouver au foyer de ce miroir sphérique. Il faut qu'on fasse les miroirs sphériques. De toute façon, il y a un exercice là-dessus. Il va se former par là. Et simplement, vous mettez un autre miroir là pour que cette image, en fait, elle arrive à son symétrique. Elle arrive ici. Et puis après, vous mettez un oculaire, c'est-à-dire que cette image, vous la regardez à la loupe exactement comme vous faites dans la lentille. C'est-à-dire que vous la mettez au foyer d'un oculaire, et donc vous mettez l'œil là, enfin, comme ça ou comme ça, tu vois. Et vous regardez cette image formée à travers l'oculaire. Mais donc, vous récupérez quand même toute la lumière qui est venue frapper le miroir. Donc tout ce qui a été collecté par le miroir colossal. C'est quand même un grossissement. Ça peut grossir, mais ça ne grossit pas forcément de façon colossale. Bien sûr, ça va tant qu'à faire, grossissons. Ça permettra de voir des détails angulaires plus grands. Mais si déjà vous pouviez voir la galaxie... Encore une fois, la galaxie d'Andromède dans le ciel, elle est grande en vrai. Donc ce n'est pas un problème. Enfin, ce serait déjà sublime si notre œil pouvait intégrer de la... Enfin, si on avait une pupille d'entrée qui faisait 10 cm de diamètre, je ne vous dis pas, ce serait extraordinaire. Ce serait juste la folie. Alors par contre, le jour, on s'explose là. On a intérêt à fermer le diaphragme fort. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. Le diaphragme s'adapte évidemment en fonction de la luminosité. Mais on a une gamme dynamique qui est ce qu'elle est. Voilà. Et du coup, on ne serait pas, parce que là, avec notre pupille très petite, on est dans la condition de Gauss, du coup, tous les rayons qui viennent de notre pupille se forment dans un point de la racine. Si on avait une énorme pupille, on n'aurait pas tous les rayons qui seraient à même point. Du coup, ça ne marcherait pas. Si, alors, effectivement, il faut quand même respecter les conditions de Gauss, c'est-à-dire il faut qu'on ait des rayons qui ne soient pas très inclinés par rapport à l'axe. Donc effectivement, un télescope comme ça, vous ne pouvez pas voir un truc qui est proche, ça va être flou tout de suite, parce que là, vous allez avoir tous les angles dans tous les... Enfin, ça va pas fonctionner. Mais si vous regardez un truc à l'infini, du coup, ça marche. Voilà. Donc après, c'est aussi... Notre vue, elle est faite pour... Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Du coup, même si on avait un plus grand œil, ça ne ferait rien. Même ça Bah quand même, on veut... Non, mais si, quand même. Bah oui, parce qu'on collecterait quand même plus de lumière. Pas les conditions de Gauss. Elle ne serait pas nette, du coup... Non, mais si, enfin... Quand vous voyez, là, d'ici, je vous vois sous des tout petits angles, en fait. Bah, vous voyez, voilà, je vous cache avec mon pouce, donc je vous vois sous 1 degré à peu près. 1 degré, c'est les conditions de Gauss, elles sont... Regardez ça. Le sinus de ça, c'est égal à ça. Il n'y a pas de photo. Même le sinus de 5 fois ça, c'est encore égal à ça. Hein. Donc, non. Les conditions de Gauss, elles sont quand même très, très lâches. C'est pour ça que ça marche bien, l'optique, en fait. C'est que on veut que le sinus soit égal à l'angle. Oui, mais enfin, il l'est vraiment. Calculez même, prenez 10 degrés. 10 degrés, ça fait combien de... 10 degrés en radian, ça fait... donc, il faut faire fois pi sur 180. Donc, c'est-à-dire divisé par 60, grosso modo. Divisé par 57. 0,17. Hein? Voilà, c'est ça. Un sixième. Donc, voilà. 0,17. Et faites sinus de 0,17 maintenant en radian. C'est pas 0,17, mais c'est pas non plus si loin que ça. Hein. Non, sinus de 0,17. Bah, c'est pareil. Enfin, non, sinus de 0,17 radian ou sinus de 10 degrés, si vous voulez. Sinus de 0,17. Voilà.
Donc même à 10 degrés, le sinus est égal à l'angle. Et 10 degrés, c'est beaucoup, d'accord? Donc, les conditions de Gauss, ça va, quoi. Il commence à y avoir des aberrations, un petit peu, mais enfin, ça, c'est pas... On a 0,1744 et sinon on a 0,1736. Voilà, pour 10 degrés. 10 degrés, c'est beaucoup. Donc 1 degré, c'est zéro problème, ça. D'accord? Le sinus est égal à l'angle. Si vous faites la tangente, ça va être un peu différent, mais c'est pareil, ça va être au pourcent près, c'est bon, quoi. Bon. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, là? Calculer le diamètre apparent, déterminer la valeur du grossissement. Bon, ben voilà. Ah oui, donc dans le cas où f'2 égale 2 mètres et f'1 égale 2 mètres et f'2 égale 10 cm, donc ça fait... Ah, alors, si donc on a dit combien? 2 mètres divisé par 10 cm, c'est ça? Donc ça fait 20, c'est ça? Voilà. OK. On enchaîne ou vous voulez faire une pause et on reprend ou on fait tout d'un coup et on s'arrête plus tôt ou... Une pause? Bah, ça dépend de vous. Non, on peut peut-être faire une... On fait une pause si vous voulez. Vous êtes un peu... Non? Ou on en refait un petit? On refait un petit? Une petite pause, d'accord. Pause? C'est vendu. Allez, pause.